bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici présent avec moi. Merci d'être là. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ici à Vitré, tout va bien. Le parc est fermé. Tout est fermé. Enfin, pas tout, mais les espaces publics. Enfin, ce qu'on appelle public, mais il n'y a rien de public puisque le pays n'est plus en fait un État ni un gouvernement. Donc c'est des voies privées. Hein, appelons ça comme ça, puisqu'une entreprise déclarée non pas bon, elle peut faire ce qu'elle veut, hein, l'entreprise, elle peut donner liberté à telle ou telle chose et pas telle autre. Bon, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, chers amis, de vous abonner, de partager cette vidéo, de me donner un like, un pouce, et puis de partager, mais surtout abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Alors nous poursuivons la carrière de l'homme politique du moment, à savoir Monsieur François Mitterrand. Coup de tonnerre au soir du 10 mai 1981, François Mitterrand emporte pas d'une très large majorité, mais enfin d'une majorité suffisante, le deuxième tour des élections présidentielles de l'Hexagone. Alors, avec à la clé, il le dira plus tard, il le dira en confidence à Valéry Giscard d'Estaing, candidat sortant, hein, président sortant, donc, il dira cher président ou cher Valéry Giscard d'Estaing ou cher monsieur Valéry Giscard d'Estaing, si j'ai gagné cette victoire, ce n'est pas grâce à la gauche, mais c'est grâce au désistement, on va dire ça comme ça. Moi j'appelle ça une trahison, enfin bon, un désistement du parti RPR, gouverné, enfin dirigé par monsieur Jacques Chirac, qui a préféré s'abstenir au deuxième tour, donc qui a laissé la place à la gauche. Mais je vous parlais de... Bon, on parlera plus tard de monsieur Jacques Chirac. Pour le moment, victoire donc du deuxième tour, pardon. Au premier tour, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui l'avait emporté. Apparemment, largement. Apparemment. Mais au sort du deuxième tour, non, c'est M. François Mitterrand qui a emporté finalement l'élection. Voilà. Alors, il est nommé candidat du PS avec 83,64% des voix, non pas l'élection présidentielle, mais l'élection comme représentant de la gauche. Hein, c'est donc François Mitterrand qui l'emporte entre les communistes et les socialistes, hein, pour représenter la gauche aux élections présidentielles. Le 26 avril 1981, au premier tour de l'élection présidentielle, disais-je, il recueille 25,85% des voix contre 28,32% pour Valéry Giscard d'Estaing. Vous voyez, Jacques Chirac, lui, il obtient 18%. Eh bien, ces 18% au deuxième tour feront défaut à monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Normalement, il aurait dû remporter le deuxième tour de l'élection présidentielle. Vous voyez? Donc M. Chirac s'est désisté. Voilà. Bon, appelez ça comme vous voulez, chers amis. Moi, j'ai mon opinion. Hein, voilà, je vous l'ai dit. Hein. Pour moi, c'est que c'est ni plus ni moins. Bon, enfin. Voilà, bon. Durant l'entre-deux tours, François Mitterrand bénéficie du ralliement des communistes et de l'attitude de Jacques Chirac, qui se montre réticent à soutenir le président sortant. Voilà, déclarant son intention de voter pour Valéry Giscard d'Estaing à titre personnel. Jacques Chirac refuse de donner une consigne de vote, tandis que plusieurs permanences du RPR appellent leurs militants à voter en faveur du candidat socialiste. C'est la pensée profonde de Jacques Chirac qui a été formée par M. Jacques Cueil, un radical socialiste. On en reparlera. Monsieur Jacques Chirac, qui, jeune étudiant, vendait l'humanité sur les marches de l'université. Bon, ça ne s'invente pas, hein, n'est-ce pas? Enfin bon. Voilà, en fait, dès 1981, un accord secret avait été trouvé au domicile d'Édith Cresson. Donc Édith Cresson, c'est une femme qui vraiment a du caractère. Elle est morte très récemment d'ailleurs, hein.
Voilà le portrait d'Edith Cresson, je crois, voilà. Entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Ce dernier promettant de faire en sorte que son électorat se porte au second tour sur le candidat du PS, en espérant profiter du désenchantement de l'alternance, alors que Jacques Chirac a toujours publiquement démenti l'existence d'un tel accord. Bon, ça, François Mitterrand, hein. Jacques Chirac, pardon. François Mitterrand en a révélé l'existence à Valéry Giscard d'Estaing en décembre 1995, oui, beaucoup plus tard quand même, hein, estimant que sans cet accord, avec 550 000 voix à la clé, il ne pouvait être élu. Il reconnaissait, François Mitterrand, que sans cet accord secret, il n'aurait jamais emporté l'élection en 1981 ni en 1988, probablement. Il ne pouvait être élu, donc il disait. Plusieurs personnalités politiques, dont Édith Cresson, confirment par la suite cet accord secret. Voilà. Voilà, Chirac, Mitterrand, vous voyez. Bon. Au soir du 10 mai 1981, François Mitterrand a été élu président de la République avec 51,76% des suffrages, vous voyez, une majorité suffisante, hein, bien sûr, hein, des suffrages exprimés, contre 48,24% à Valéry Giscard d'Estaing. Bien, si 18% s'étaient portés sur sa candidature, eh bien, il a emporté largement. Président de la République, premier septennat 1981-1988. Alors, on va très vite, hein. Le 21 mai 1981, le septennat du nouveau président s'ouvre par une cérémonie au Panthéon. Puis il nomme son premier gouvernement dirigé par Pierre Mauroy, voilà, pendant 2 ans. Le lendemain, il dissout l'Assemblée nationale. Les élections qui suivent, les 14 et 21 juin 1981, lui donnent la majorité absolue au Parlement. Un deuxième gouvernement de Pierre Mauroy fait entrer 4 ministres communistes. De nombreuses réformes sociales sont alors adoptées, qui retranchera un peu plus tard. Mais bon, sur le plan économique, le septennat est marqué dans un premier temps par une vague de nationalisation, loi du 13 février 1982, et par une politique de maîtrise de l'inflation, infléchie vers l'austérité à partir du tournant de la rigueur, vu comme un passage à une culture de gouvernement par les partisans de la deuxième gauche. Oui, bon. Le septennat s'achève en 1988 sous la première cohabitation de la Ve République, gouvernement Mauroy. Donc les 2 premières années des gouvernements Mauroy se caractérisent par une série de mesures économiques à rebours des autres pays qui diminuent leurs dépenses publiques et par des relances keynésiennes. Il faudrait parler de cet homme-là, keynésien, ouais. Un gouvernement monétaire socialiste, qui fonctionne mal, bien entendu. Mesure phare du programme commun de gouvernement signé en 1972 entre le PS et le PCF, la loi du 13 février 1982 entraîne la nationalisation de banques, les 36 premières banques de dépôt, ainsi que Paribas et Suez, et de grands groupes industriels, Compagnie Générale des Eaux, Pechney, Rhône-Poulenc, Saint-Gobain, Technicolor, etc., etc. Le gouvernement octroie une augmentation du SMIC de 10%, des allocations familiales et logements, bon, 25%. Je passe à les détails, handicapés de 20%. Procède à des mesures symboliques telles que la création de l'impôt sur les grandes fortunes supprimé en 87. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Après le départ de Pierre Mauroy, M. Mitterrand reniera tout ce qu'il avait promis, pratiquement. Rétabli en 1988 sous le nom d'ISF, impôt de solidarité sur la fortune. Suit une série de mesures touchant le travail, telles que la semaine des 39 heures, durée légale du travail, la 5e semaine de congés payés, ainsi que des ordonnances sur le cumul emploi-retraite, etc., le travail à temps partiel, bon, et l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans. Le gouvernement accorde la retraite à 60 ans,
Les lois Auroux sur le droit du travail transforment profondément les relations de travail en, dans l'Hexagone. Enfin, la loi Quillot modifie les droits et les devoirs des bailleurs et locataires. Bon, enfin, des mesures comme ça, etc. Confronté à une forte hausse de la dette, évidemment, les travaux, la pyramide, bon, et à une importante dégradation des comptes publics, intérieurs et extérieurs, le gouvernement doit changer de politique, évidemment. C'est le tournant de la rigueur. L'Hexagone doit alors traiter avec des partenaires commerciaux, États-Unis, Royaume-Uni, Canada. Oui, vous voyez déjà le tournant que cela prend. Hein. C'est un retour progressif de ce que De Gaulle avait rejeté, à savoir l'OTAN et compagnie. Mitterrand, lui, il fait le retour du partenariat avec les États-Unis et bien entendu l'intégration dans l'OTAN. Enfin, on en reparlera plus tard. Bon, qui effectue une révolution conservatrice en adoptant une version économique plus libérale, proche de l'austérité. Voilà. Bon, les gouvernements réalisent d'importantes réformes juridiques, suppression de la Cour de sûreté de l'État, abolition de la peine de mort, abrogation de la loi dite anti-casseurs, qui établissait notamment le principe d'une responsabilité pénale collective. Ils font adopter une loi d'amnistie qui inclut les délits homosexuels. Bon, différentes mesures sont prises concernant la vie culturelle et les médias, l'autorisation des radios locales, enfin, dites radio libre, hein, enfin bon, vous savez ce que c'est, hein. Faites de la musique créée par Jacques Lang. Ouais, voilà la figure, ministre de la Culture, et créer la haute autorité pour la communication audiovisuelle, l'ancêtre de l'actuel Arcom. Le ministre de l'Intérieur Gaston Defferre fait cesser le fichage des homosexuels et le communiste Jacques Ralit, ministre de la Santé, retire l'homosexualité des troubles mentaux. Le gouvernement introduit par ailleurs passage de la majorité sexuelle à 15 ans pour le... Ça c'est une... Ouais, bon, enfin, bref. À 15 ans pour tous, abolissant la distinction introduite en 1942 et confirmée en 1945 dans l'âge de consentement entre rapports homosexuels et hétérosexuels. Bon, le mode de vie homosexuel cesse d'être une clause d'annulation du bail d'habitation. Enfin bon. Bref. Alors, la politique étrangère est marquée par le discours dit de Cancún, prononcé à Mexico, qui met en marge de la conférence Nord-Sud de Cancún et la première visite d'un chef d'État de l'Hexagone en Israël. Le président Mitterrand prononce à la Knesset, au Parlement israélien, donc, un discours dans lequel il déclare qu'il existe un irréductible droit de vivre pour Israël, tout en appelant au respect des droits des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Bon, ben, aujourd'hui, je vous annonce, chers amis, que Damas est tombé. La famille Bachar el-Assad a dû partir précipitamment du pays. On ne sait pas s'ils ont été tués lors de la destruction de l'avion présidentiel. Dernières informations, Israël, bien sûr depuis déjà un certain temps, attaquait la Syrie, plus l'armée de l'oncle Sam qui attaque les résistances, les camps des vainqueurs, c'est-à-dire les islamistes. Hein. Cela confirme une politique du grand Israël. J'y reviendrai peut-être un jour, je ne sais pas, j'ai pas trop le temps d'en parler. Mais bon, voilà, cette avancée on va dire, de la destruction des pouvoirs politiques dans les pays arabes, en plus avec aucun pays arabe autour qui soutenait la famille de Bachar el-Assad. Alors je ne suis pas du tout pour le régime de Bachar el-Assad, mais chaque pays a droit à ses représentants, que ça plaise ou pas. Moi, Bachar el-Assad, ça ne me disait rien.
en soi. Mais c'est un président qui a été reconnu, alors peut-être avec des pressions, peut-être, sur le peuple syrien, mais cela ne nous regarde en rien. En rien, de quoi les gens se mêlent, quoi. De quoi les autres pays se mêlent, y compris l'oncle Sam, de quoi ils se mêlent. Et Israël, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas en train de bombarder les abords de la Syrie? En quoi cela les concerne? Oui, parce que bon, ils veulent pousser les colons, on va dire, hein. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est l'avancée du grand Israël, voilà, bon, qui s'étend au-delà de la Palestine, repoussé, ainsi de suite, hein. On repousse tous les pays arabes, la Palestine d'abord, après les autres, la Syrie qui est pas très loin certainement. Et jusqu'où? Faites attention, chers Européens, ne croyez pas que les déstabilisations des régimes soient dues qu'aux pays arabes, hein. Faites attention, chers amis de l'Hexagone, c'est des régimes qui vont tomber tour à tour, y compris chez nous. Ne croyez pas que nous sommes à l'abri. Faites attention à ça. Ne croyez pas que ce qui se passe dans les pays arabes, Palestine, Syrie, Cisjordanie, le Liban, ça s'arrêtera là. Ne vous y trompez pas, chers amis. Faites attention. Nos pays sont d'ici 15-20 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, nous ne sommes pas à l'abri. C'est tout ce que j'ai à vous dire. À vous de faire vos propres réflexions. Alors, je continue la politique de M. François Mitterrand. Alors, premier gouvernement, on va aller au premier gouvernement, peut-être, attendez. Ouais, alors, 1983, politique intérieure. Troisième gouvernement de Pierre Mauroy. Wow. Premier plan de rigueur en mars, tournant de la rigueur, réforme de la loi Pierrefitte, de sécurité et liberté, loi Roudy sur l'égalité salariale entre hommes et femmes dans les entreprises, loi sur l'indemnisation des victimes de crimes et délits, loi de le port, oui voilà, des ministres communistes, important droits et obligations des fonctionnaires, les notions de bonne moralité et de bonne mœurs, loi supprimée du statut général des fonctionnaires. Ah bon? Politique étrangère, crise des euromissiles, soutien de François Mitterrand à l'installation de missiles Pershing, vous voyez, en Allemagne, Pershing 2 donc. Oui, c'est le rapprochement franco-américain, hein. Le tournant que De Gaulle, lui, avait rejeté, en sortant de l'OTAN d'ailleurs. Et lui, François Mitterrand, nous rapproche de nouveau dans l'OTAN, mais à travers les partenaires européens, dont l'Allemagne, pour faire contrepoids aux missiles soviétiques. Oui, bon, ça, discours du Bundestag sur l'équilibre des forces le 20 janvier 1983. Seul l'équilibre des forces peut conduire, bon, etc., etc. Août 1983, opération Manta, renforçant l'intervention française au Tchad. Attentat du Drakkar, le 23 octobre 1983 à Beyrouth. 58 soldats français et 239 marines américains sont tués. François Mitterrand se rend au Liban dès le lendemain. Le changement de politique économique détournant de la rigueur, sujet à débat, ne fut pas accepté par une partie de l'électorat de gauche. En octobre 1983, on ne compte plus en effet que 32% de satisfaits. Bon. 1984, bon, je ne vais pas continuer la politique, hein. Vous connaissez un petit peu le débat. Voilà, alors si on va quand même un peu politique intérieure, crise sidérurgique dans le Nord, plan de modernisation, fermeture ou reconversion des anciennes mines de charbon, accélération du processus commencé dans les années 60, élection européenne, percée du Front National, recul du PS à 20,75% des voix, seulement 11,20% au PC, la liste RPR-UDF recueille 43,02%. Le Monde titre grave échec de la gauche. Oui, bon, loi sur la formation professionnelle, abandon du projet de loi Savary, vous voyez, sur l'enseignement, à la suite des manifestations pour l'enseignement libre, politique étrangère européenne, présidence semestrielle par l'hexagone de la communauté européenne. François Mitterrand sera en Union soviétique et y défend publiquement les droits de l'homme
et les contestations, notamment Andreï Sakharov. Voilà. Gouvernement Fabius, voilà, premier changement de ministre, juillet-décembre 1984. On va parler du sang contaminé aussi, hein, peut-être. Nouveau gouvernement de Laurent Fabius. Voilà. Fin de la participation des communistes au gouvernement. Septembre 1984, accord franco-libyen sur l'évacuation totale et concomitance du Tchad, qui ne sera pas respecté par la Libye. Libéralisation de l'audiovisuel, création des premières chaînes de télévision privées, dont Canal+. Nouveau statut pour la Polynésie, novembre 1984, début d'affrontements sanglants en Nouvelle-Calédonie. 16 décembre 1984, François Mitterrand déclare à la télévision ne pas vouloir faire usage de la force injuste de la loi en Nouvelle-Calédonie vis-à-vis des partisans de l'indépendance. Commémoration de la bataille de Verdun, où a lieu la célèbre poignée de main entre le président Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup... Non, on va continuer. On va continuer, chers amis, on va terminer. Attendez, on en était là. Voilà, c'est quoi ça? Mais, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est pas là. Je ne sais plus où j'en étais. Oh, excusez-moi, chers amis. Hein. Bon, ça devient compliqué chez moi. C'est ma vue qui va pas. Hein. Je ne me le cache pas. On va aller au gouvernement Fabius. Voilà, c'est bon. En décembre 1984, malgré la bonne cote de Laurent Fabius, celle du président Mitterrand, selon l'IFOP, n'est plus que de 28% de satisfaits contre 55% de mécontents. 1985, politique intérieure, inauguration de la géode au parc de la Villette. Bon, ça, la loi montagne, je ne sais pas trop ce que c'est. Instauration du mode de scrutin proportionnel aux élections législatives prévues l'année suivante. Loi limitant le cumul des mandats. Réforme du code pénal. Oui, ça c'est de... Ah, il y a déjà eu la réforme du code pénal. Ah bon. Aux élections cantonales de mars 1985, la gauche perd 10 départements et ne recueille plus que 41,10% des suffrages. La droite contrôle 71 présidences de conseils généraux. Alors, la loi proportionnelle, ça a fait passer à près de 18%, je crois, le Front National, rappelez-vous. Hein. C'était pour détruire le RPR. Nous y sommes. Hein. L'affaiblissement du RPR, donc, qui va changer de couleur, devenir plus soft, on va dire. On va dire plus. L'actuel LR, c'est ça. Hein. Politique étrangère européenne, lancement de RUCA, l'Europe de la technologie, doctrine Mitterrand, engagement verbal à ne pas extrader les anciens activistes et terroristes d'extrême gauche d'Italie. Cette doctrine se fonde sur l'idée que les lois spéciales d'incarcération, sur la base de seuls soupçons interrogatoires se déroulant sans la présence d'un avocat, égalité de peine pour les individus appartenant au même groupe, quelle que soit la nature des délits commis individuellement, etc. Voilà. Affaire du Rainbow Warrior, ouais. Il s'avère que le navire de Greenpeace coulé en Nouvelle-Zélande l'était sur ordre des services secrets de l'Hexagone et instructions supérieures. Bon, démission d'Ernu, Charles Ernu, hein. On n'a pas le portrait. On saura plus tard qu'il y avait eu un feu vert de l'Élysée. Bon, ratification de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit notamment le rétablissement de la peine de mort. Janvier-mars 1986, signature de l'acte unique européen. Inauguration de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Loi littorale. C'est quoi ça? Bon, enfin. Début de l'opération Épervier au Tchad contre le Gont pro-libyen. Création de 2 chaînes de télévision, la 5 et TV6. Bon. Gouvernement Chirac. Ah. La rigolade, la pantonnade. Regardez les deux hommes. Regardez un petit peu l'amusement de M. François Mitterrand. Regardez l'amusement, regardez la tête surprise
un peu, comment je pourrais dire ça, un peu étonné, un peu étonné. Il a regardé un petit peu la surprise, un petit peu je dirais pas la moquerie, mais enfin bon, on sent hmm, la maîtrise de Mitterrand, hein. Vous voyez, c'était un maître d'art dans ses cohabitations, François Mitterrand quand même. Gouvernement Chirac, mars-décembre 1986, l'union de la droite RPA, UDF, DVD, divers droites comporte les élections législatives du 16 mars 1986 avec 288 sièges contre 215 au PS et seulement 35 au PSC. Le Front National obtient 35 députés. Ah oui, pardon, oui. Le PC obtient plus de 9,7% des suffrages exprimés. Alors il s'agissait des élections proportionnelles, je rappelle. Voilà. Le même jour, la droite emporte largement cette fois les élections régionales en emportant la majorité dans 20 régions sur 22. Le Nord et le Limousin. Jacques Chirac, que voici, forme un nouveau gouvernement. Lors de sa formation, François Mitterrand s'oppose à la nomination de plusieurs personnalités. Jean Le Canuet, voilà, et Étienne Dailly notamment. C'est la première cohabitation. Promulgation de la loi supprimant l'autorisation administrative de licenciement, premier sommet de la francophonie, inauguration du musée d'Orsay, privatisation de banques et d'entreprises publiques. Vous voyez, après avoir nationalisé sous le gouvernement Mauroy, on privatise. Enfin, on oublie tout ce qu'on a dit, hein. Les premières promesses en 1981 sont oubliées. Bon, bref. Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, vague d'attentats terroristes à l'automne 1986, ben oui, forcément, hein. Si on gracie certains, ben, ils en profitent, hein. Commis par le réseau Fouad Ali Salah. Ah, manifestation étudiante contre le projet de Vaquet, de la réforme de l'université 1987, inauguration de l'Institut du monde arabe. Arrestation des militants du groupe terroriste Action Directe. Puis arrestation des membres du réseau Fouad Ali Salah. Ah, j'en étais là, oui. Privatisation de TF1 et création de M6. Bon, rupture provisoire des relations diplomatiques avec l'Iran. En juillet, après le refus de l'ambassade iranienne de remettre aux autorités de l'Hexagone un interprète de l'ambassade d'Iran suspecté d'être impliqué dans la vague d'attentats terroristes. Septembre 1987, référendum en Nouvelle-Calédonie sur le maintien au sein de la République boycotté par le LNKS. Voilà. Le parti indépendantiste de la Nouvelle-Calédonie. 98,3% contre l'indépendance, 40% d'abstention. Bon, célébration du millénaire capétien. Ah. Organisé en 96 pour la célébration du millième anniversaire de l'avènement du GKP. Ah ben bravo Mitterrand, hein. Faut dire que c'est un décret du président, d'accord, et sous son patronage qui constitue le comité, voilà. Dans la basilique Saint-Denis, par François Mitterrand. Tiens, je ne savais pas que... Non, c'est pas ça que je voulais. Oh, décidément. Millénaire capétien, c'est ça. Je vais le garder parce que c'est intéressant. On a des choses qui parfois nous échappent. Voilà. Bon, 1988, alors, inauguration de la pyramide du Louvre, qu'il a fait construire. Il y avait l'arche de la Défense aussi, hein, mais ça, c'est peut-être un peu plus tard. Loi sur le financement des campagnes électorales, présidentielles et législatives à la suite d'une proposition de François Mitterrand. 22 avril, en Nouvelle-Calédonie, attaque de la gendarmerie de Fayooué, île d'Ouvéa, par un commandant kanak. Voilà, gouvernement kanak, tuant 4 gendarmes et prenant en otage les autres. Le 5 mai, assaut de la grotte d'Ouvéa par la gendarmerie, 21 morts, 2 militaires et 19 indépendantistes calédoniens. Voilà, chers amis, nous allons nous arrêter à la deuxième élection présidentielle, deuxième septennat
de Monsieur François Mitterrand. Déjà, dès le premier mandat, pardon, vous avez vu comment l'homme s'est facilement habitué, l'homme François Mitterrand, je parle là, comment il s'est facilement habitué aux cohabitations, ce que Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il saurait le faire. C'est pas la même stature, c'est pas les mêmes hommes non plus, hein. C'est deux caractères différents, bien sûr. Voilà, chers amis, nous allons arrêter là cette vidéo. Elle a été assez longue, je crois, hein. Je ne vais pas vous pénaliser avec les événements. Alors, pour rappel, la loi, lors du gouvernement Laurent Fabius, il y a eu ce qu'on appelle, là ils n'en parlent pas, hein, il y a eu l'affaire du sang contaminé, vous savez, à propos des transfusions sanguines, qui s'était mal passé puisque ça a rendu des gens malades, on va dire hémophiles en fait, hein. Ça a affaibli le sang, la composition du sang des cellules sur des malades qui n'étaient pas des hémophiles au départ, mais ça a affaibli les groupes sanguins, enfin le système sanguin, et ça a occasionné bien sûr une vague d'indignation dans la population de l'Hexagone. Mais M. Laurent Fabius a simplement répondu: oui, je suis responsable mais pas coupable. Je le cite, hein. Voilà, je suis bien responsable de ce qui s'est passé, mais je ne suis pas coupable. Et ça, devant la cour, hein, devant la cour de justice, il semble bien. Enfin bon, maintenant, M. Fabius est président du Conseil constitutionnel, enfin de cette constitution fantôme de 1958. On ne va pas en reparler, on en a déjà largement parlé. Et je reparlerai de tout ça un jour sur les droits juridiques, sur le droit juré, comme on dit, hein, par rapport à de facto, hein. Nous en reparlerons peut-être un jour lors d'une ou plusieurs vidéos qui seront assez longues, hein, je vous préviens. Voilà. Pour le moment, chers amis, revenons à la page d'accueil. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir suivi. Merci d'avoir été si patient. C'est pas facile de lire tous les détails, hein. C'est pour ça que je m'arrête à beaucoup de choses. Je ne donne pas tout, hein. Je vous laisse aller sur Wikipédia, regarder la vie de M. François Mitterrand, et puis vous comprendrez beaucoup plus de choses que moi. Alors, si vous avez le temps de... Voilà, hein. Alors, chers amis, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir partagé avec moi ces moments, un petit peu de politique. Alors, je vous ai fait un petit briefing sur la Syrie parce que l'heure est grave, hein, l'heure est grave. Mais bon, j'ai pas le temps d'en parler. Ça sera peut-être un jour une vidéo que je ferai entre deux, peut-être. Mais j'aimerais tellement aller jusqu'au bout des dirigeants de l'Hexagone avant de parler d'actualité et de ses conséquences. Pour le moment, la chute du gouvernement d'Assad est en cours. Enfin, c'est fait, hein, je veux dire, ça y est, le gouvernement est parti. Il n'y a plus rien. On ne sait pas s'il y a eu des massacres, des morts, on ne sait pas. Donc l'actualité suit son cours. On sait que Bachar el-Assad et sa famille sont partis ou ont été abattus d'un avion présidentiel, on ne sait pas. Donc l'actualité est brûlante, je n'en parle pas, c'est à chaud. J'attends que les choses se tassent un petit peu, qu'on en sache un peu plus. Et peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Chers amis, merci à vous qui m'avez suivi. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. Pour vous, c'est mardi. Pour moi, c'est lundi. Merci de m'avoir suivi. Encore une fois, je radote, hein, excusez-moi, je rabâche. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez heureux en famille. Soyez heureux sur votre lieu de travail, entre amis ou entre camarades, collègues de travail. Et on se dit à très bientôt et à très vite. Au revoir.